Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle causerie autour de la commande publique. Et pour commencer, je voudrais vous parler d'un pays extraordinaire. Ça n'arrive pas souvent qu'on le dise, mais c'est pour moi essentiel de le souligner, et plus encore. Ce pays extraordinaire consacre chaque année plus de 3 millions d'euros en moyenne à la commande publique artistique. Ce pays extraordinaire a mis en place depuis 1951 le 1% artistique qui impose de réserver ce pourcentage du coût des travaux des bâtiments publics à la commande et donc à l'acquisition de plusieurs œuvres d'art pour destiner à l'édifice en construction. Ce pays extraordinaire vient de décider d'allouer 30 millions d'euros prélevés sur le plan de relance pour financer 264 projets réalisés par 430 artistes, toutes disciplines confondues, dont beaucoup travaillent en collectif. Et l'une d'entre elles est parmi nous, c'est Katia Camelli, qui nous en parlera tout à l'heure. Mieux encore, nombre d'entre eux ont choisi eux-mêmes le lieu où ils souhaitaient que leurs œuvres soient exposées. Ce pays finance aussi bien la réalisation de sculptures que de peintures, que d'installations, ça c'est classique, mais aussi des vitraux, des photos, des œuvres textiles, des pièces de design, de mobilier, des aménagements paysagers, du graphisme, et sans jamais se permettre d'imposer une quelconque ligne esthétique à qui que ce soit. Et ce pays, c'est la France. Alors, comme nous l'expliquera plus en détail l'une de nos invitées, Caroline Cros, tout a commencé avec la Révolution, puisque dès 1789 était créé un bureau des Beaux-Arts chargé d'assurer les commandes artistiques de l'État. Alors, certes, jusqu'à l'avènement du Front populaire, ces œuvres étaient essentiellement destinées à orner les façades des monuments à la gloire des soldats de l'Empire, ou à honorer les grands hommes, ou ceux qui étaient morts à la Grande Guerre. Et elles étaient le plus souvent réalisées par des artistes qui étaient... Les artistes à l'époque devaient être approuvés par l'Académie des Beaux-Arts. Il a fallu attendre Jean Zay et l'arrivée comme ministre de l'Éducation nationale de Léon Blum et donc du Front populaire en charge des Beaux-Arts pour que la donne change. Il y a eu Malraux, bien sûr, après, et puis tout a encore beaucoup changé avec l'arrivée de Jack Lang, rue de Valois, pendant les 2 septennats de François Mitterrand. Pendant ces 2 septennats, des milliers d'œuvres ont été commandées et on en retiendra quelques-unes, dont les colonnes de Buren qui ont marqué un véritable tournant. Il y a eu aussi une autre commande qui a été, qui est pour les amoureux de la photo, qui est restée assez mythique, c'est celle passée par la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et de l'action régionale, qui mandatait 29 photographes, parmi les plus grands comme Raymond Depardon, comme Robert Doisneau, comme Joseph Koudelka, pour représenter le paysage français des années 80. Et depuis, il continue de s'inventer des projets assez fous, comme Monde Nouveau, dont nous venons de parler, auquel participe Katia Camelli. Des projets aussi fous que celui que José Manuel Gonzalves est en train de mener autour du Grand Paris Express, et dont vous nous parlerez, qui en fait fait travailler un architecte et un artiste sur les 68 gares qui vont jalonner le parcours du Grand Paris Express, et puis des projets aussi dont nous parlera Béatrice Salmon pour le CNAP, comme cette commande d'œuvres temporaires et réactivables destinée aux collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, donc qui a été mise en œuvre par le CNAP que vous dirigez. La France est certes un pays extraordinaire, mais toutes ces commandes n'amène pas moins de nombreuses questions, voire pas mal de problèmes parfois. Pourquoi est-ce qu'on passe commande? D'abord, pourquoi est-ce qu'on passe encore commande aujourd'hui? Est-ce que c'est pour commémorer, pour ne pas oublier le pire du passé, pour amener le public à l'art sur un terrain qui n'est pas celui des musées, pour aménager un territoire en déshérence, pour rendre plus agréable, plus attractive une ville et attirer des touristes, pour aider les artistes. Mais s'il s'agit d'aider les artistes, est-ce qu'il ne faut pas imaginer une politique encore plus ambitieuse? Voilà, c'est
quelques-unes des questions qu'on va se poser ce soir. Et enfin, aussi, je me demandais si on a suffisamment tiré les leçons du passé par rapport à la commande publique et par rapport à des œuvres qui avaient été, qui ont été commandées, qu'on a installées. Je pense notamment à la cabine téléphonique de Sophie Calle, qui avait été imaginée pour accompagner le parcours du tram parisien. Sur le papier, c'était vraiment l'une des œuvres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'une des œuvres les plus excitantes, puisque le téléphone devait régulièrement sonner et un passant être à même de décrocher, et Sophie Calle lui aurait parlé, et malheureusement cette œuvre a été vandalisée et il a fallu la démonter. Est-ce qu'on prend aussi suffisamment en compte ceux qui vivent avec les œuvres ? C'est pas toujours évident et c'est une question que j'aimerais poser à nos invités. Et puis, il y a d'autres œuvres qui, tout d'un coup, disparaissent. Je pense à Clara Clara, l'œuvre de Richard Serra, qu'il a fallu plusieurs fois changer de place et dont on n'arrive même plus à suivre le fil des déménagements. Je crois qu'elle est au fin fond d'une réserve aujourd'hui. Okay. Voilà. C'est Paris qui la conserve. Donc voilà, ça fait beaucoup de questions. J'en ai bien sûr beaucoup trop, auxquelles vont nous aider à répondre nos invités, que je voudrais maintenant vous présenter. Je vais commencer par Béatrice Salmon. Béatrice Salmon, vous êtes directrice du Centre national des arts plastiques, le CNAP, depuis 2019. Vous avez commencé par diriger le FRAC Bretagne. En 1988, on vous retrouve à la délégation aux arts plastiques en charge du programme de la commande publique. 5 ans plus tard, vous voilà conservatrice du cabinet d'art graphique du Musée national d'art moderne, puis directrice du Musée des beaux-arts de Nancy et directrice des musées de Nancy, avant de prendre la tête des arts décoratifs en 2000. Vous y avez passé 13 ans. Vous faites ensuite escale, si ma mémoire est bonne, à l'ambassade de France de Bruxelles, puis à la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture, où vous étiez chargée des arts plastiques. Katia Camelli. Katia, vous êtes vidéaste et plasticienne, diplômée de l'École nationale des beaux-arts de Bourges. On vous connaît surtout pour vos films et vos photos. Elles sont souvent liées à l'Algérie, où vous allez souvent, où votre père vit. Vos travaux étaient exposés au FRAC PACA, actuellement à la Criée de Rennes, mais aussi à Londres, mais aussi à New York. Comme vous l'avez dit au magazine de l'Afrique, mon travail vise à pacifier les rapports, non pas en effaçant l'histoire, mais en ressollicitant et en reconvoquant l'histoire. Ce sont des rapports complexes. Les Algériens regardent énormément la France, les Français ne regardent pas assez l'Algérie. Mais vous travaillez également sur des textes anciens, en collectif, avec des artistes issus d'autres disciplines. Vous avez travaillé sur les fables de La Fontaine. Et votre installation sculpturale et musicale, le Cantique des oiseaux, a été retenue pour la commande publique Monde Nouveau, et on a hâte que vous nous en disiez un peu plus. Je me tourne maintenant vers Caroline Cros. Caroline, vous êtes conservatrice du patrimoine, inspectrice de la création artistique pour le collège Arts Visuels, au sein de la délégation générale de la création artistique du ministère de la Culture. Entre 1998 et 2001, vous étiez chargée du suivi de la commande publique auprès des régions et des collectivités territoriales, à l'inspection de la création artistique, à la délégation aux arts plastiques. À ce poste, vous avez participé à différents comités de pilotage, dont celui qui était vraiment pionnier du tramway de Strasbourg. Vous avez ensuite rejoint le musée d'art moderne de la ville de Paris comme conservatrice. Et puis, en 2003, vous avez enseigné 18 ans durant à l'école du Louvre l'histoire de l'art contemporaine. On vous doit un ouvrage qui est essentiel à notre réflexion aujourd'hui, que vous avez réalisé avec Laurent Lebon, je crois que c'était en 2007, L'art à ciel ouvert sur la commande publique en France de 1983 à 2007 et qui est paru chez Flammarion, et le tome 2 vient de sortir. Et enfin, José Manuel Gonzalez. José Manuel, vous dirigez le 104 Paris depuis 2010 et vous êtes également le directeur artistique et culturel du Grand Paris Express. Votre parcours est l'un des plus singuliers du monde de l'art et c'est ce qui fait votre force. Comme vous le dites très joliment, ça a commencé par des hautes études en pratique sociale, des débuts comme formateur sportif, la responsabilité d'un premier lieu à 21 ans, la promotion de la culture française à l'étranger à 35 ans, c'était avant-hier à peine, et la direction d'une première scène nationale, la Ferme du Buisson, à 38. On vous doit la réalisation de nombreux événements à Paris. Je crois que vous avez assuré la direction artistique de 2 Nuits Blanches.
mais également à Bordeaux. Vous avez également officié 2 années de suite. Depuis 2010, vous avez réveillé le 104 pour en faire un lieu à nul autre pareil, où l'art, la culture et l'innovation vont de pair. Et votre projet artistique du Grand Paris Express se révèle tout aussi inventif, et vous allez nous en parler ce soir. Alors cette causerie, je l'ai articulée en 4 parties. Une partie historique, je vais essayer de pas trop me battre avec mes feuilles, une partie historique, une partie un peu plus pratique, la commande, comment ça marche, une partie pour répondre justement aux questions que je posais tout à l'heure sur les problèmes que peut soulever la commande, et puis la dernière partie, on parlera de ces nouveaux formats de commande qu'on voit émerger. Je me tourne pour la partie historique vers vous, Caroline. La première question en fait, que je voulais vous poser, c'est quels ont été les temps forts de la commande publique au XXe siècle? D'où est-on parti et où est-on arrivé? Oui, j'étais un peu inquiète. Alors, je prends le micro. J'étais un peu inquiète en pensant que vous alliez me faire parler de la Révolution. Non, je crois que là, on n'a plus le temps. Vous remontez jusqu'à François Ier qui invite Léonard de Vinci. Et bon, finalement, l'État français est un grand mécène. Ouais. Et donc la commande est bien sûr depuis la Renaissance, même si on pense même avant, les ducs de Bourgogne, l'État français a toujours beaucoup passé commande et c'est un État qui est très patrimonial, ouais. Donc qui achète et qui passe commande. Effectivement, au XXe siècle, on essaye de passer commande différemment, c'est-à-dire qu'on essaye de donner de la liberté aux artistes. Pour simplifier un peu les choses, jusqu'au début du XXe siècle, l'artiste avait un cahier des charges et il devait respecter ce cahier des charges, donc il était très contraint. Et à partir du XXe siècle, peu à peu, on comprend que l'artiste est la personne centrale dans ce processus de commande, qui est un processus d'enrichissement du patrimoine, hein, c'est ce que je disais à l'instant. Et donc, l'artiste est au centre des débats, c'est lui qui donne le ton de plus en plus. Et c'est ce qui fait que la commande publique est un sujet passionnant quand on aime travailler avec les artistes, quand on aime écouter ce qu'ils disent et quand on est proche de la création, parce qu'en fait, c'est un mode d'acquisition qui n'est pas sous contrôle. On ne peut pas tout contrôler comme une acquisition qu'on va faire d'un tableau, d'une sculpture qu'on va mettre en réserve et qu'on va poser sur les cimaises. Et là, on va tout contrôler de A à Z et c'est facile, entre guillemets. Quand vous travaillez dans l'espace public avec un artiste et que de plus en plus au XXe siècle, vous voulez lui donner un rôle central, vous contrôlez moins les choses, tout se mêle, le politique, le social, le public, et c'est ce qui fait la richesse de l'art public, à mon sens, et c'est pour ça que j'adore aussi l'art public, c'est que c'est un extraordinaire outil qui fabrique de la vie, qui fabrique du lien, qui fabrique des histoires, des récits, des problèmes. Et en fait, ce que vous disiez par rapport à Sofical, je pense que si on documente à chaque fois tout ce qu'on initie, on peut réactiver les choses, on peut les réactiver ailleurs, autrement, en retournant vers les artistes. Alors, les temps forts, pour aller très vite, les temps forts au XXe siècle, c'est bien sûr Jean Zay, vous l'avez dit vous-même, ce ministre de l'Instruction publique dans les années 30, qui se rend compte qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont au chômage, qui ont aussi des problèmes de rémunération, qui décident de créer ce fameux 1%. À l'époque, on parle de 1,5% du budget d'une construction. Malheureusement, à l'époque, le Parlement, tout ça, refuse la loi. Ça mettra, comme vous l'avez dit en introduction, plus de 15 ans, 18 ans pour que cette loi soit acceptée, qui deviendra le fameux 1%. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, sous l'époque de Jean Zay, dans les années 30, c'est cette formidable exposition l'exposition internationale de 1937. Voilà, de 1937, avec tous ces pavillons très modernes qui ont des murs blancs. Et en fait, le public ne supporte pas trop, enfin, on n'est pas trop habitué à ces murs blancs. Donc, on a envie de décorer ces murs. Et vous avez tous ces grands artistes, Fernand Léger, Sonia Delaunay, qui vont recevoir des commandes. Je crois qu'à l'époque, il y a plus de 900 commandes qui sont passées. Le CNAP conserve d'ailleurs une très, très belle peinture murale de Sonia Delaunay,
donc, qui date de 1937. Il y a La Fée électricité, que vous connaissez tous, qui est au Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui est aussi une des productions de cette période. Le deuxième grand enfant... Alors, après Jean Zay, c'est le 1% qui se met en place et qui, dans les années 50, 70, permet beaucoup de créations dans les écoles, dans les lycées. Beaucoup de sculpteurs reçoivent des commandes, voilà, des œuvres qui sont parfois aujourd'hui dans des lycées. On a des œuvres de Germaine Richier, de César, de Tateline, pas de Tateline, de Gabot, de gens intéressants, mais qui sont souvent indifférenciés. Les gens ne savent pas qu'elles sont là. Il n'y a pas toujours de communication pour les faire connaître, mais en tout cas, les enfants, les lycéens vivent avec. Et puis après, la grande époque, c'est celle évidemment de Jack Lang et François Mitterrand dans les années 80, qui décident de relancer la commande publique, notamment avec cette idée qui est chère à François Mitterrand à l'époque, de rendre hommage aux grands hommes, les grands hommes qui se sont démarqués en fait pour la littérature, l'art et surtout la politique, ce qui est un aspect que auquel François Mitterrand est très sensible. Léon Blum, des personnalités, Jaurès, etc. Et donc là, très vite, François Mitterrand se mêle de ce programme de commandes qui sont destinées notamment à la ville de Paris à l'époque et non pas aux régions. Ça viendra après cette idée de déconcentrer la commande. Et donc là, François Mitterrand a une vision en fait assez classique de la sculpture. C'est encore la sculpture célibataire, figurative, un peu classique. Et Jack Lang et son administration, la délégation aux arts plastiques à l'époque, qui est vraiment le bras armé pour lancer toute cette commande, a une vision beaucoup plus prospective et avant-gardiste de la commande. Donc, finalement, c'est un succès un peu mitigé, ces grandes commandes. Mais enfin, il y a quelques réussites, comme le Centaure de César, qui est un hommage à Picasso, qui est pas loin d'ici, qui est quand même une réussite, même si c'est une approche classique. Il y a évidemment l'hommage à Arago de Jan Dibetz, qui déconstruit la statuaire. Peut-être qu'il faut rappeler pour le public, c'est des bornes qui sont à même le sol. Voilà. Et qui marquent, ouais. Et qui proposent en fait une ponctuation et une volonté en fait de dépiédestaliser la sculpture. Alors juste peut-être ce que je n'ai pas assez dit, j'ai pas du tout parlé de Malraux. Je suis passée de Jean Zay à, excusez-moi, parce que j'avais préparé un PowerPoint très précis, mais on peut pas le montrer ce soir. Mais effectivement, entre Jean Zay et Mitterrand et Jack Lang, il y a évidemment Malraux. Et là, Malraux, par exemple, il a fait des grandes commandes comme le plafond de l'Opéra de Paris, le plafond du théâtre de l'Odéon qu'il a commandé à André Masson. Mais surtout, on ne sait peut-être pas, le grand public, je ne sais pas, ne sait peut-être pas que c'est Malraux qui a installé toutes les sculptures de Aristide Maillol qui sont au Jardin des Tuileries. Maillol qui a actuellement une exposition au musée d'Orsay. Donc un artiste du XXe siècle qui est présenté par un musée du XIXe. Mais parce que Maillol a ce travail sur la statuaire très classique, ses formes, ses proportions très équilibrées, très léchées, très aux surfaces lisses, une sculpture qui est très objectivante en fait. Et donc Malraux, c'est vraiment lui qui impose ses sculptures au Jardin des Tuileries. Il dit à l'époque à Dina Verny, la modèle, la dernière muse de Maillol, il lui dit: vous me donnez les Maillols et je vous donne les Tuileries. À l'époque, aujourd'hui, ça paraît banal parce qu'il y a plein de sculptures contemporaines aux Tuileries, mais dans les années 60, c'était un geste fort parce qu'il n'y avait pas encore de sculpture moderne dans l'espace public parisien et Malraux a dû se battre pour imposer ces sculptures. Il y a aujourd'hui au CNAP à peu près 16 sculptures de Maillol qui sont conservées, qui ont été achetées par l'État français, enfin, sous forme de marché passé avec son fondeur. Et en échange, voilà. Et quand est-ce qu'on fait cette bascule de passer de la sculpture sur... Bon, il y a Jan Dibetz, mais le tournant, c'est quoi? C'est Buren? Alors non, le tournant, je pense, se fait un peu avant, avec les nouveaux réalistes dans les années 60, parce qu'effectivement, au moment en 65 où Maillol installe ces sculptures encore classiques, Maillol, c'est vraiment la nudité, la sculpture figurative très, très équilibrée, très classique. À ce moment-là, vous avez Christo qui emballe des sculptures entre le Palais de Tokyo et le Musée d'Art moderne qui emballe des sculptures avec du plastique. Vous avez César qui installe un sein pour une commande privée, mais donc
des sculptures de Mayol, il extrait le sein et il dit plus de nu, je mets juste un sein. À l'époque, c'est aussi très iconoclaste. Pour le siège de la maison Rochas à Poissy, c'est une commande privée de la famille Rochas. Vous avez Tinguely qui commence le Cyclope en 69. Vous avez Jean-Pierre Reynaud qui va commencer à construire sa maison un peu plus tard. Donc vous avez en fait tous ces artistes. Vous avez Niki de Saint-Phal aussi qui fait ses tirs. C'est dans l'espace public quand même, c'est l'impasse Ronsin. Donc vous avez en fait toute une scène. Vous avez tout le groupe aussi de recherche d'art visuel, le Grave, qui organise des manifestations dans la rue. François Morellet, ils organisent des manifestations entre les Tuileries et le Saint-Germain-des-Prés. Donc ça s'appelle une journée dans la ville. Donc c'est une sorte de festival en fait qui préfigure Nuit Blanche complètement, mais c'est à l'échelle d'une journée en fait. Hein, c'est rapide. Donc tout ça, Malraux est sûrement au courant, mais l'État n'est pas encore prêt à passer ce type de commande en fait. Hein, c'est encore trop tôt. Ça s'exprime dans le champ privé. Ouais. Ça vient effectivement avec les années 90 qui changent tout quand on peut imposer. Alors, il faut savoir aussi que la personne qui... Enfin, juste, je conclus. L'artiste, en fait, qui change tout, à mon sens, avec le recul, c'est Christo. Parce que Christo, il emballe ses sculptures clandestinement entre le Palais de Tokyo et le Musée d'art moderne, mais c'est interdit, donc il le fait en cachette, entre guillemets. Mais le jour où il fait le Pont Neuf en 85, il réconcilie tout le monde. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce film dans l'exposition au Centre Pompidou. En fait, Jacques Lang, enfin, c'est pas François Mitterrand lui-même, mais Jacques Lang et Chirac qui étaient en conflit pour toutes ces grandes commandes que l'État a lancées, à peu près au même moment, finalement se retrouvent. Et Christo réunit tout le monde parce que c'est une œuvre, les passants le disent, c'est ni une sculpture ni une peinture, c'est un chef-d'œuvre en fait. C'est vraiment le chef-d'œuvre de cette période. Voilà. Comment se situe la France par rapport aux autres pays occidentaux pour ce qui est de la commande ? Ça dépend des périodes, mais ce que je voulais citer pour faire écho à Monde Nouveau que nous allons évoquer, c'est bien sûr le New Deal de Roosevelt. C'est vraiment après-guerre quand Roosevelt décide de lancer le New Deal. C'est une sorte de grand plan de relance adressé aux artistes. C'est ce dont s'est beaucoup inspiré Monde Nouveau. L'idée de Roosevelt, qui est assez géniale, c'est de dire on va aider des écrivains, des plasticiens, un peu tout le monde, parce que les gens manquaient d'argent aussi. C'était pour aider. Mais aujourd'hui Aujourd'hui, les États-Unis, c'est essentiellement privé, mais aujourd'hui, on peut citer des exemples privés intéressants. Mais je parle de la commande publique, pardon. La commande publique, il n'y a pas autant de choses que chez nous. Comme vous l'avez dit, on est privilégiés. Je pense qu'il y a le National Endowment for the Arts aux États-Unis qui a des budgets, mais honnêtement, je ne les connais pas en particulier. L'Angleterre qui a des budgets, mais c'est des choses très ponctuelles. Ce qu'on peut dire, peut-être ce qui nous distingue de tous ces pays, c'est que ces pays travaillent plus sur l'éphémère, des commandes éphémères et très ponctuelles. Voilà. Mais je voudrais juste citer, si j'ai encore 2 minutes, 2 exemples de commandes à l'étranger très intéressantes. C'est en 1977 l'initiative à Münster, donc une ville verte, une ville complètement verte, qui est pas loin de Kassel, où il y a la Documenta, qui a été fondée en 1955. Donc c'est pas très éloigné. C'est l'après-guerre. L'Allemagne veut se redonner une image positive. Et donc Münster, c'est une idée de la commande publique à l'échelle de la ville, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, on demande à des artistes contemporains les plus prestigieux du moment de réaliser une œuvre dans la ville, et l'exposition se visite à vélo, et de session en session, c'est des expositions décennales qui ont lieu tous les 10 ans. Les œuvres restent, certaines restent, et ça crée un véritable jardin à ciel ouvert qui est, je crois, enfin à mon sens, sans doute l'exemple le plus fameux en Europe, pour moi. Voilà. Et c'est des artistes internationaux. Ah oui, il y a tous les artistes qui sont passés depuis 1960. Oui, c'est Sculpture Project. Parce que c'est vrai que c'est ce qui nous distingue aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on passe aussi bien commande à des artistes de la scène française qu'à des étrangers qui ne vivent pas forcément en France. Et ça c'est assez rare pour le souligner. Béatrice Salmon, vous déménagez
Je crois que le déménagement de vos réserves est prévu pour 2024, donc vous êtes dedans depuis, plongé dedans depuis 2019. Vous avez, comme je le disais au départ, en vous présentant, vous avez été en charge du programme de commande publique à la délégation aux arts plastiques de 88 à 92. Ce qui vous a permis de porter un regard finalement assez large sur la commande publique artistique depuis ces années-là. Comment vous l'avez vu évoluer, cette commande publique artistique ? Effectivement, j'ai une forme d'ancienneté. J'ai participé à cette époque héroïque de ce renouveau donc, qui a été permis par le ministère de Jack Lang, avec des moyens tout à fait étonnants qui nous ont permis de mener de nombreux projets, parfois avec une forme d'abondance, avec des partenaires, quand même déjà beaucoup un dialogue avec les régions qui ensuite a su construire une forme d'exemplarité, hein, et le relais a été pris par d'autres collectivités, d'autres décideurs publics. Ça, je pense que c'est un des effets déjà que le recul historique permet de constater, c'est-à-dire que l'État n'a pas du tout le monopole de la commande aujourd'hui, et de plus en plus cette commande, elle a été prise en charge pas non plus par seulement des grandes métropoles, mais vraiment il y a une forme de granulométrie fine qui fait que cette conscience de la nécessité d'une responsabilité publique par rapport à ce processus d'action vis-à-vis des artistes, il s'est quand même fortement généralisé jusqu'à aller aussi du côté du privé, mais on en reparlera. Donc ça, c'est pour moi un premier constat. Un autre constat peut-être que cette histoire déjà effectivement de plusieurs décennies me permet de faire, c'est que très probablement on a connu une forme assez autoritaire, on va dire, hein, dans le processus de la commande, dans la sélection des artistes. Et ça a été vraiment au fil du temps, évidemment. À partir de quand cette forme autoritaire a commencé alors, à se dissiper ? si vous avez largement commenté mon parcours, moi j'ai été proche, puis moins proche, etc. Je pense vraiment que c'est le début des années 2000 qui marque quand même un changement dans les protocoles, dans la manière de penser cette façon de faire de la commande, davantage dans le dialogue, en considérant aussi le contexte dans lequel cette commande va s'inscrire, hein, parce que là, il faut quand même aussi donner un élément, peut-être compléter la trame déjà très précise de Caroline Cros, mais il y a cette aventure, cette initiative des nouveaux commanditaires, hein, qui a été conduite par un artiste, François Hers, avec le soutien de la Fondation de France, mais c'était intéressant de voir d'ailleurs que c'était un artiste qui prenait en quelque sorte la main pour repenser un peu et re-questionner ce dispositif. Et les nouveaux commanditaires, mais précisément, c'était la manière de penser les enjeux de la commande publique différemment, en permettant au public, quel qu'il soit, d'être associé au processus, parfois de sélection de l'artiste. Bon, en même temps, il y a toujours eu des sachants, hein, donc y compris avec les nouveaux commanditaires, mais pour essayer d'abord de faire émerger aussi un besoin et identifier la nature d'une œuvre qui pourrait justement trouver plus facilement sa légitimité auprès d'un public. Donc ça a été un élément, je pense, tout à fait déterminant, qui a amené, y compris le ministère de la Culture, à reconsidérer sa question, sa position. Et après, la décentralisation a aussi fait son œuvre, et donc là encore, il y a eu d'autres acteurs qui sont venus
en quelque sorte enrichir le travail qui précède aussi. Vous pensez à qui, par exemple, ou à quoi? Ça peut être très divers en fonction de la commune. Est-ce qu'on est dans y compris des processus, par exemple, liés à des mutations urbaines, mais ça, José Manuel en reparlera. Et donc, quand on associe des artistes à la construction, d'abord, ça a été les grands projets de voies de tramway ou des choses comme ça. Et donc, fatalement, là, on commence à déjà multiplier les points de vue usagers. Vous voyez, on est dans des logiques qui ne sont plus la verticalité, le maire venant nous dire je veux une commande publique sur mon rond-point. Alors déjà, il faut se dire, monsieur le maire, vous êtes sûr, le rond-point? Peut-être pas. Donc voilà, moi, c'est ce genre de boulot que j'ai fait il y a effectivement 40 ans. Mais c'est comme ça qu'on a fini par faire une place avec Joseph Cossut à Figeac. Mais ça commençait par, là, vous voyez mon rond-point, je voudrais quelque chose dessus. Donc vous voyez, c'est des processus. Donc aujourd'hui, ça paraît très loin parce que je pense que la commande, jamais elle s'exprimerait plus comme ça. Et pourquoi elle s'exprime plus comme ça? Parce qu'il y a eu toute cette histoire où, grâce aux artistes, grâce à beaucoup d'autres acteurs publics issus de la société, il y a encore une fois les artistes au premier chef, mais tous ont contribué à faire évoluer cette position. D'accord. José Manuel, et je voudrais poser cette question à José Manuel et Katia, quelles sont les commandes qui vous ont le plus marqué? Alors, moi, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une proposition de Ware et Jiquel, du duo qui sont quand même assez doués pour les sculptures monumentales. Et j'aime beaucoup celle qui est installée à Bordeaux, qui était une commande publique de la métropole bordelaise, qui s'appelle Pantalon de jogging et Pampille, je crois. Et mocassins. Enfin, en fait, c'est un pantalon de jogging et des mocassins en granit. Et les mocassins sont en granit rose. Et voilà. Et en fait, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse en fait quand je vois une sculpture, c'est qu'elle. Déjà, je trouve que c'est bien quand elle me fait rire. Quand je trouve qu'en fait, elle va extrêmement bien à cette ville qui est Bordeaux. Et donc, elle répond à un contexte et qu'elle, voilà, elle questionne en fait aussi les habitants. Mais en étant, je sais pas, je trouve qu'en fait, en tout cas là où elle est située, en plus. Voilà, je trouve qu'elle fonctionne assez bien. Donc voilà, je pense que c'est tout ça en fait. Je trouve que parfois effectivement il y a des propositions. J'ai l'impression qu'elles répondent pas forcément au quartier, au territoire dans lequel elles s'inscrivent. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu. Voilà. José Manuel, vous pouvez pas, vous qui avez travaillé à Bordeaux, vous ne pouvez pas choisir celle-là. Oui, je peux pas. Je ne vais pas faire de choix. Alors, il y en a une, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'elle est au fond un modèle qui nous sert à continuer ce travail pédagogique auprès des élus, qui est effectivement Buren. Je crois que Buren, c'est quand même une œuvre qui est une œuvre qui fait son œuvre en tant qu'œuvre, et c'est une œuvre aussi qui est une œuvre pédagogique. Au final, elle nous permet d'expliquer à tous ceux qui ne sont pas comme nous au quotidien dans l'art et son histoire, d'expliciter au fond comment les choses se trament dans l'esprit des gens, comment les choses aussi, à un moment, elles peuvent s'imposer de manière peut-être un peu radicale au début, mais comment elles deviennent des éléments d'appropriation et de définition d'un territoire. Elles permettent de définir à un moment un contexte, comment une œuvre crée vraiment ce territoire et redéfinit quelque chose de peu classique. Et je trouve qu'elle est assez impressionnante pour moi de ce point de vue. Et puis l'œuvre, évidemment, Franck Gehry et Sophie Calle, à l'inverse, elle donne toute la mesure de la tension qu'on doit avoir sur l'œuvre et son contexte, et puis tout ce qu'on appelle son contexte aussi, sa maintenance, c'est-à-dire sa capacité à durer. Je travaille en ce moment avec Sophie sur de nouveau une œuvre dans l'espace public, et Dieu sait qu'on prend beaucoup de précautions avec Sophie sur toutes ces questions-là, mais elle aussi, ça lui sert pas mal de repères. Pour moi, ces deux œuvres sont deux œuvres qui marquent
marquent un rapport au territoire et à l'usage, qui sont deux éléments sur lesquels je travaille beaucoup, ce qu'on appelle le contexte, et qui font que du coup, elles ont permis, comme le disait fort bien Béatrice, elles nous permettent d'avancer de manière, je trouve, plus assurée aujourd'hui, même si effectivement on va continuer de faire des erreurs, mais je trouve qu'en tout cas, toute cette histoire, pour des personnes comme moi, elles nous permettent d'arriver de manière beaucoup plus armée. J'ai des discussions très souvent avec Laurent Lebron dessus, parce que j'ai amené quelques compagnons, j'espère de fortune, et peut-être d'infortune, on verra au bout, dans cette histoire. Et vraiment, on est beaucoup plus armés aujourd'hui. Les élus, enfin ceux qui décident, ceux qui sont vraiment élus et qui représentent la population, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même eux qui représentent. Tout cela aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'a plus besoin d'expliquer. Il y a vraiment des choses. Le fait qu'il y a effectivement des personnes qui savent, mais savoir une œuvre et connaître au fond son importance dans l'histoire de l'art et comment cette histoire de l'art et cette œuvre peut s'articuler à un territoire aujourd'hui, c'est là où on les met aussi en position de sachant. Et cette articulation-là, qui n'existait que très peu avant, et qui a été initiée par tout ce qui a été fait, ça amène aussi les élus à vouloir, d'une certaine manière, avoir l'orgueil et l'envie de savoir, pas simplement d'avoir une œuvre, mais de savoir et de s'inscrire dans cet apprentissage-là. Et ça, c'est une chose un peu nouvelle. C'est-à-dire qu'on accepte tous, même quand on sait, d'apprendre ensemble, parce qu'ensemble, en fait, les choses sont différentes. Et ça, c'est vraiment complètement nouveau. Et ces processus-là sont beaucoup plus variés aujourd'hui. Avant, on a eu dans l'histoire, vous l'avez bien rappelé, il y a effectivement, on sait bien que l'histoire, c'est pas, il y en a une qui succède à l'autre de manière comme ça caricaturale, on a besoin pour se repérer, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de variété dans les processus d'échange et d'inscription d'une œuvre dans l'espace public. Alors, puisque vous avez la parole, moi je voudrais maintenant que vous nous expliquiez, José-Manuel et Béatrice, comment ça fonctionne, la commande. Déjà, qu'est-ce qu'on attend d'une commande ? Je vais faire la plouffe. Béatrice, dites-nous, qu'est-ce qu'on attend d'une commande ? Alors, on peut attendre des choses très différentes. Parce que la commande, en tous les cas telle que nous la pratiquons au CNAP, mais telle qu'elle est portée par beaucoup d'autres acteurs, elle peut prendre des formes très variées. Vous ne m'avez pas demandé quelles étaient mes commandes. Parce que je vois l'heure qui tourne et que je n'avais pas fait parler ces deux-là. Mais donc, comme il a parlé de cette œuvre de Buren, que je regarde quand même toujours iconique, pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que régulièrement, nous la traversons et à chaque fois, le public joue avec elle. Et ça, on ne peut pas nier cette réalité. Et c'est sa force, sa qualité, c'est celle-là. Mais par exemple, au CNAP, la commande publique, ça peut être... c'est un projet qui a été mené par une des conservatrices du CNAP, Juliette Paulet, qui a commencé un programme de lettres aux habitants de Pantin. Et donc, très régulièrement, on demande à des artistes d'écrire aux habitants de Pantin qui ont voulu s'inscrire une lettre qui leur est totalement, elle est libre dans la forme, elle est reproduite, ça se conduit évidemment avec la mairie de Pantin, et donc nous conservons, l'original et les lettres sont reproduites. Donc c'est pour vous dire que entre les deux plateaux de Daniel Buren et cette forme d'une absolue légèreté et modestie et qui a à la fois une dimension publique mais très intime, celle que chacun comme destinataire va connaître comme émotion à ouvrir une lettre et à découvrir le message. Donc voilà, la commande publique, c'est ça. Donc c'est évidemment une dimension patrimoniale, mais ça aussi la vertu de pouvoir permettre à des artistes de travailler, ce qui, du point de vue du CNAP, est évidemment un rôle et une mission essentielle, puisque c'est celle que nous portons, que le ministère nous confie. C'est aussi une dimension qui permet à des gens qui, dans certains cas, n'ont pas de rapport à l'art, d'avoir un rapport à l'art quand on se situe dans l'espace public. Et ça reste quand même un enjeu, on va dire, pédagogique, essentiel. Il y aura eu des œuvres, alors c'est pas forcément à des échelles énormes, mais qui ont bouleversé
des vies et qui auront, chez des jeunes, permis des orientations différentes. Et ça, c'est quand même des choses qui sont tout à fait remarquables. La commande, ça peut être aussi une expérimentation. C'est-à-dire que tout d'un coup, on assume dans une commande de prendre des risques. Et on les encadre, parce que je pense qu'effectivement, on a quand même beaucoup appris, on a beaucoup péché, mais on a grandi aussi par rapport à ces expériences. Et donc, on peut aussi faire ce type d'expérience maintenant qui peut nous emmener, nous collectif, artistes, commanditaires et public plus loin. José Manuel, vous voulez rajouter quelque chose? C'était quoi la question? Parce qu'elle a tellement bien répondu, Béatrice, que je ne sais pas ce que je peux rajouter. Alors, je vais vous imposer une autre. Une commande, justement, c'est... Moi, je ne vois pas ce que je peux rajouter. Une commande, c'est acheter, ce que vous disiez, une commande, c'est acheter une œuvre qui n'existe pas. Et quels sont ces garde-fous, justement, qu'on met pour éviter la catastrophe? Oula, que dire? Je crois que tout d'abord, il faut vraiment faire confiance aux artistes dans la conscience qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont aussi beaucoup appris. Dans la conscience qu'ils ont de leur responsabilité quand ils sont dans l'espace public. La question qui était celle avant de mobiliser les artistes pour, au fond, trivialement, des choses trivialement, de leur donner du travail. Cette chose-là, elle existe toujours et elle est importante. Mais aujourd'hui, tous les artistes sont conscients de cette nécessité, quand on est dans l'espace public, d'établir une relation et d'assumer une responsabilité vis-à-vis de ceux qui pratiquent, la ville. Donc ça, c'est un premier garde-fou de fait qui a été intégré, qui n'était pas si évident avant. Et du coup, découle de cette simple position ou approche le fait de veiller à la permanence de cette œuvre et donc aux conditions de sa permanence. Dont, dans les conditions, on le sait, c'est tout d'abord la relation à la population et on va dire aux populations, parce qu'on sait très bien que les territoires, surtout ceux sur lesquels je travaille, c'est des populations d'une extrême diversité. Et donc là aussi, comment on fait pour faire qu'une œuvre puisse répondre à un supposé grand nombre, sachant que de toute façon, il est impossible d'atteindre ce grand nombre vu la diversité des populations. Donc c'est comment on va s'inscrire dans une histoire. Souvent, et c'est ce que je constate moi dans ce qui est dans les processus, c'est que souvent les artistes vont s'appuyer effectivement sur l'histoire de ces territoires, mais comme il y a l'idée de s'inscrire dans un futur, souvent ils observent au fond l'urbain, ils observent les transformations urbaines qui sont là. On vit quand même une chose aussi particulière dans ce rapport entre œuvre et territoire, c'est qu'on a les territoires sont en transformation urbaine quasiment tous de manière importante depuis 20 ans. Et on sait aujourd'hui que les séquences de transformation des territoires liées à des usages, regardez tout simplement le fait qu'on ait changé les mobilités, fait que du coup on n'est plus sur des séquences qui étaient de 40-50 ans comme on les connaissait avant. Aujourd'hui on est sur des séquences de 20 ans. Et dans les gares, pour des raisons liées tout simplement à la sécurité des personnes, on est sur des séquences qui vont de 10 à 12 ans. Donc aujourd'hui on ne s'inscrit plus du tout dans les mêmes temporalités. Cet élément-là, il est fondamental. Ça a un avantage, c'est que ça permet de prendre un peu plus de risques, d'une certaine manière, parce qu'on se dit plus, tiens, on va être là pour 50 ans, et on sait que le paysage va changer. Du coup, comment on anticipe cette période et celle qui fait que du coup, on sait que peut-être, l'idée, c'est de tenir 10 à 12 ans. Et comment on reste pertinent pendant 10 à 12 ans? C'est plus tout à fait la même chose qu'avant. Cet élément-là, je ne sais pas comment on peut le... Mais c'est déjà, vous voyez, ces éléments qui sont des éléments, au fond, de prise en compte du réel, avec des éléments qui sont des éléments de contexte, qui ne sont pas simplement ce que l'on voit comme ça à l'œil nu, mais ce que l'on sait des transformations, fait que du coup, je pense que c'est l'un des garde-fous. C'est-à-dire quelque chose de... Cette question qui est celle de la pertinence, au fond, d'une œuvre. Et par exemple, dans les collections la collection du Grand Paris Express qui est en cours de définition et qui est en train de se mettre à l'œuvre, j'ai souhaité, en accord complet avec la SGP et dans une relation très claire avec les artistes, de dire votre œuvre, en fait, on va en assurer l'intégrité pendant 10 ans. Au-delà, on renégocie
avec les acteurs qui sont en présence. Évidemment, il y a l'idée que l'œuvre, elle puisse continuer d'exister à cet endroit, mais si elle ne peut pas continuer d'exister à cet endroit-là, qu'on ne se retrouve pas dans des imbroglios. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, de pouvoir, de ce type de négociation, ce qui évite par exemple ce qui s'est passé avec Clara ou des choses comme ça. Clara, elle m'en parlait pas. Pour moi, c'est une histoire. Ah ben oui, à chaque fois que j'ai à intervenir dans l'espace public, j'essaie de faire en sorte, je sais où elle est précisément, je sais où elle est installée, et j'ai qu'une envie, c'est vraiment d'arriver à l'installer. Alors, totalement en contradiction avec mes propos, définitivement dans un endroit ce que cette œuvre est. Enfin voilà, c'est une œuvre tellement géniale, tellement encore pertinente aujourd'hui. Je sais exactement où elle est dans un bon état, donc je vous rassure là-dessus. Et elle est vraiment, voilà, il faut. Et c'est voilà. ça c'est l'exemple même de ce qu'on cherche à éviter, c'est-à-dire une œuvre qui. Oui, parce que l'autre difficulté, effectivement, c'est comment on fait, si on est dans ces séquences de 10 à 15 ans, comment on fait aussi pour que du coup ces œuvres, et ça Béatrice en sait quelque chose, c'est comment on fait pour que d'un seul coup on ne cherche pas aussi à s'en débarrasser en l'intégrant dans une... Voilà, comment on fait aussi pour que du coup elle garde toujours sa réactivation possible. Et ça, c'est un autre sujet auquel on va être de plus en plus confronté, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des œuvres monumentales, et ces œuvres, à un moment, elles vont bouger, mais ça, c'est déjà le sujet aujourd'hui, et du coup, on en fait quoi? Elles sont répertoriées, inventoriées, mais on en fait quoi? Bon, Clara, on est un exemple extrêmement clair. Alors, sur la Cité du Grand Paris, on verra tout à l'heure, mais on est dans des œuvres qui intègrent la dimension architecturale, donc il faudrait qu'on change complètement le bâtiment pour changer l'œuvre aussi, ce qui va être un autre sujet. Je me tournais vers Caroline parce que vous avez accompagné justement plusieurs projets comme le tramway de Strasbourg. Il y a eu tous ces projets-là. Il y a eu aussi des commandes dans les villes. Je pense au voyage à Nantes qui a été... c'est encore différent. Jean Blaise qui a commandé des œuvres pérennes et des œuvres éphémères. Vous avez fait de même, José Manuel, à Bordeaux aussi, je crois. Voilà, et à Paris, il y a un été au Havre. Quel impact ces commandes ont eu sur les villes et ces installations ont eu sur les villes? Oui, effectivement, comme le disait Béatrice, l'État a fait tellement de choses qu'ensuite il y a eu effectivement, on a déconcentré et puis les collectivités ont pris le relais. Et finalement... l'État était représenté par des inspecteurs qui se déplaçaient. Il y avait des cofinancements, mais peu à peu, ces cofinancements ont disparu. Et l'État est juste venu comme expert ou enfin appui moral. Et puis, il faut savoir qu'on a des commissions qui valident aussi les processus. C'est très long. Et donc, effectivement, il y a des communes. Alors, tout à l'heure, vous parliez de maire. Je pensais comme ça à André Gélis. Je ne sais pas si vous l'avez connu. C'est un maire qui s'est distingué dans les années 2000 dans la commune de Sérignan, qui a été beaucoup conseillé par Daniel Buren. Parfois aussi, un artiste va jouer un rôle de conseiller presque occulte et le maire va s'enthousiasmer. Et donc, André Gélis, à Sérignan, il a fait vraiment plus d'une dizaine de commandes. Maintenant, il y a un musée d'art contemporain. Tout ça, c'est le fruit de cette politique, en fait. C'est pour ça que la commande, c'est pas juste une œuvre, c'est quelque chose qui s'installe après et puis qui se développe par cercle concentrique. Et vous parliez de Strasbourg. Effectivement, à Strasbourg, c'était à l'époque Catherine Trottmann qui était maire. Et elle était très, très bien conseillée, il faut le dire, par Michel Krieger, qui était un de ses conseillers municipaux et qui, lui, a eu l'intelligence de créer les premiers comités de pilotage. En fait, il a dit, mais c'est pas moi qui vais décider tout seul de faire appel à, je sais pas, à Dupont, Durand, Bertrand. Et il faut qu'on crée des comités de pilotage. Et ces comités de pilotage ont été pluridisciplinaires. C'était nouveau à l'époque, avec un architecte, un historien de la ville, un anthropologue, et c'était chacun a amené une connaissance sur le territoire, sur le site, la topographie, et donc à partir de ça, on construisait un cahier des charges pour l'artiste, qui bien sûr transgressait le cahier des charges, c'est ce qu'on attend souvent, mais on le dit pas. Mais voilà, il y avait quand même un socle qui permettait de travailler sereinement. Et donc à Strasbourg, effectivement, Catherine Trottmann, elle s'est distinguée. C'est pour ça qu'elle est devenue ministre de la Culture, d'ailleurs, enfin entre autres. Mais je veux dire, la commande était tellement brillante à Strasbourg que ça lui a donné aussi une assise nationale en termes de culture, et elle a été la ministre de la Culture à un moment donné. Et
bon, on attendait peut-être qu'elle poursuive des choses aussi brillantes qu'à Strasbourg. Et puis bon, c'est pas du tout le même format, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, Strasbourg s'est distingué et donc ils ont réalisé 2 lignes de tramway, la A et la B. Et ça a été un modèle pour les villes de Nice, pour les villes d'Orléans, Bordeaux, voilà. Toulouse, voilà. Et donc, en fait, ce qui a été intéressant aussi, mais vous préciserez mieux que moi, c'est ce qui, enfin, il me semble, hein, ce qui a été initié dans ces comités de pilotage et ces commandes, alors ça date des années 2000, hein, c'est vraiment la période 2000, c'est de commander des œuvres avec une valeur d'usage, c'est-à-dire de commander du mobilier, un pont, un parking à Zahadid à Strasbourg, un kiosque à Siar Madjani pour que les populations dans certains quartiers puissent faire des soirées, des pique-niques, danser, une passerelle à Madjani. Donc partir sur des œuvres qui ont un usage dans la ville et qui finalement vont s'intégrer parfaitement à la ville parce qu'elles ne vont pas être décoratives, elles ne vont pas être célibataires, elles vont avoir un usage. Et ça a été le pari en fait de Strasbourg et qui a été repris, je pense, qui a fait école. Peut-être pas partout, parce qu'à Nice, c'est pas forcément des œuvres à valeur d'usage, mais bon, un petit peu quand même. Et sûrement à Bordeaux, il y a un pont de Peter Kogler. Non, c'est à Toulouse. Je me trompe. C'est à Toulouse. Je me trompe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, j'avais prévu dans mon PowerPoint de vous parler de la sculpture animalière. On peut penser aussi à ce lion de Xavier Veillant à Bordeaux. C'est la tradition de la sculpture animalière, mais qu'il a très très bien renouvelée. Et quelque part, ça donne des repères aussi au public. Je pense que c'est important aussi d'avoir quelquefois des typologies d'œuvres. Les fontaines, on peut penser à Heavy Water de James Turrell, qui est une fontaine complètement revisitée, mais enfin quand même qui permet que le spectateur soit dans l'expérimentation, comme le disait Béatrice tout à l'heure, et pas juste passif à regarder une fontaine. Enfin, voilà, il y a ou les fontaines de Tinguely et de Niki de Saint-Phal aussi, qui... voilà, c'est pas mal d'avoir des typologies et de demander parfois aux artistes de les renouveler. En tout cas, je trouve que ça a été la méthode de Bordeaux de Strasbourg, et qui a fait école et qui... Effectivement, aujourd'hui, il y a tout un parc de sculptures à Strasbourg. Il y a beaucoup de choses. Alors, il faut savoir qu'à Strasbourg, il y avait aussi un socle. Il y avait l'Aubette de Théo van Desbourg et Harpe. Et donc, voilà, là, les comités de pilotage aussi se sont nourris de cette tradition, etc. Ça a joué aussi son rôle. Béatrice, je me tourne vers vous pour vous poser une question un peu provocante. Concernant, est-ce que trop de commandes ne tuent pas la commande? En fait, je repense à vos réserves que vous allez déménager. Et est-ce que, finalement, dans ces réserves, il n'y a pas énormément de commandes qui vont dormir et qu'on ne pourra pas voir? Est-ce que ça ne les tue pas? Qu'il y en ait tellement que, finalement, elles ne puissent pas toutes être exposées, toutes vivre, toutes trouver leur public? Alors, non, d'abord, je ne crois pas du tout, mais peut-être si vous permettez, je voudrais redire un petit peu quelle est la vocation du Centre national des arts plastiques et le fait que donc nous soyons effectivement en charge de la gestion de cette collection qui est celle du Fonds national d'art contemporain, qui a été créé lui aussi à la Révolution française et qui compte aujourd'hui donc à peu près 100 000 œuvres, un peu plus. 107, je crois, maintenant. Oui, 107 889, non, je rigole, parce que, évidemment, chaque jour, et c'est presque Marc Vaudet qui est au premier rang et en responsable du service des acquisitions et de les commandes publiques au CNAP, sait que chaque jour, il faut remettre notre compteur en question. Mais donc, cette collection nationale assez unique et qui là aussi fait de la France un pays d'exception parce qu'il n'y a pas d'autre exemple au monde où on ait une collection de cette nature qui est donc pas réunie dans un lieu ouvert au public mais qui a comme vocation d'être à disposition d'institutions
culturel ou public, donc pour permettre donc ce qui a été d'abord un soutien à l'art contemporain historiquement, mais donc, l'histoire avançant, ça devient aussi un patrimoine pour que ce soit donc à chaque fois potentiellement vu. Donc 60% de ces 107 000 œuvres sont d'ores et déjà en dépôt dans des musées, des lycées, des opéras, des mairies. On a par exemple beaucoup de commandes de bustes de Marianne, vous voyez. Et donc ces bustes de Marianne, et puis à un moment donné, on ne commande pas les photos du président de la République, mais précédemment on commandait les peintures, les copies de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, et on en a plusieurs dizaines sur les inventaires. Donc le rôle de cette collection, ça a été celle-là. Donc évidemment, avec le temps, elle évolue. Elle est constituée d'abord d'achats qui se font soit aux artistes directement, soit aux galeries. C'est aussi une manière de venir accompagner tout un écosystème. Ce ne sont pas simplement des artistes français ou vivant en France qui sont concernés, mais bien des artistes du monde entier. Et donc, parmi cette autre... Enfin, il y a donc les achats, mais la commande publique. Et la commande publique, encore une fois, au CNAP, ça peut être de la performance, ça peut être du son, ça peut être de la photographie. Vous avez évoqué une commande essentielle, effectivement, dans l'histoire. C'était la commande de la Datar, qui était à l'époque portée, enfin, qui a rejoint les collections de la Bibliothèque nationale de France, qui aujourd'hui porte de nouveau une autre grande commande publique aux photojournalistes. Mais le CNAP aussi, très régulièrement, constitue des collections, a des appels à de commandes. Et là, actuellement, par exemple, et c'est là que se rejoignent aussi cette dimension expérimentale. Nous avons présenté à Reims, avec le jeu de paume dans un lieu qui s'appelle Le Cellier, le résultat de la dernière commande. Image 3.0. Image 3.0, donc, qui est en fait un appel à venir enregistrer et donner les moyens à des artistes de travailler sur les nouvelles technologies, les nouvelles manières de produire de l'image. Alors on n'est plus seulement dans le numérique, on est éventuellement dans tous ces systèmes d'augmentation de l'image. Voilà, donc... mais l'exposition, la commande a été passée il y a 2 ans. L'exposition, elle est visible à Reims. Elle vivra sa vie soit comme exposition complète d'un processus de travail donc qui concerne un peu plus d'une dizaine d'artistes, soit chaque œuvre va vivre sa vie. Voilà. Donc notre vocation, c'est de constituer ce patrimoine et ensuite de faire qu'il soit mis à disposition, circule. Donc non. Yasmine. Maintenant, les artistes, justement. Katia, qu'est-ce qu'une commande publique représente pour l'artiste que vous êtes ? Je ne vais pas pouvoir répondre pour tous les artistes, donc je vais juste répondre peut-être pour moi, en fait. En tout cas, pour moi, en fait, c'est la possibilité de proposer autre chose, de m'adresser à d'autres territoires, à d'autres spectateurs, entre guillemets. Voilà. Et puis, c'est la possibilité aussi d'expérimenter aussi. Et d'expérimenter parce qu'en fait, forcément, on va... Enfin, en tout cas, par exemple, moi, je ne fais pas de la sculpture monumentale d'habitude, mais donc voilà, en fait, ça permet d'ouvrir un peu les champs aussi. Et financièrement, est-ce que la commande vous permet justement de faire des choses que vous ne pouvez pas produire ou que votre galeriste ne peut pas produire, ou comment ça agit à ce niveau-là ? Moi, en l'occurrence, j'ai pas de galerie, donc en fait, c'est moi qui ne peux pas produire. Et effectivement, oui, la commande, en fait, elle permet en fait d'être dans des projets plus ambitieux, en fait, et de prendre des risques qu'on pourrait pas prendre tout seul, parce qu'en fait, voilà, on est dans une économie, enfin. Voilà, parce qu'il y a certains artistes qui vivent très très bien de leur travail, mais qu'on est quand même majoritairement, je pense qu'on est 95% à... voilà. Bon, voilà, merci, parce que c'est d'autant plus détaillé.
Donc voilà, à ne pas vivre uniquement de notre travail. Donc, ou à en vivre plutôt moyennement ou assez mal. Donc voilà, donc en fait la commande, elle est... voilà, c'est aussi ce bénéfice-là en fait. Mais pour vous, c'est quand l'État passe commande à un artiste, c'est une manière d'aider l'artiste. Pour moi, je pense qu'en fait, c'est pas qu'une manière, ça remplit plein de choses en fait. Je pense que on aide les artistes, et je pense qu'au fait aussi, on propose, ça permet aussi de proposer autre chose, d'autres points de vue, d'autres manières de vivre différents territoires. Ouais, ça permet d'autres regards. Je pense que ça permet tout ça en fait. Avant de parler de la commande que vous êtes en train de préparer pour Monde Nouveau, je me tourne vers vous, José Manuel, parce que on a vu que les musées ne peuvent plus se passer de mécénat. Et qu'est-ce qu'il en est de la commande publique? Je vous pose cette question parce que le volet artistique du Grand Paris Express dépend d'un fonds de dotation, si j'ai bien compris, qui a été créé et qui doit récolter à terme 30 millions d'euros. Vous me regardez bizarrement. Qu'est-ce que c'est 30 millions d'euros à l'échelle de l'État français? Non, mais c'est vrai. Non, parce que là, c'est le privé qui rentre en... Oui, en fait, alors moi, encore une fois, c'est la qui vient Société en du aide. Grand Paris, hein, je vous rappelle, qui est au fond, qui a valeur de collectivité territoriale, qui a été créée pour l'occasion pour mener cette opération de développement du Grand Paris Express, hein, qui est, à mon sens, l'une des avancées les plus importantes de ces 50 dernières années pour travailler à différents niveaux sur tous les territoires constitués parfois sur une carte et qu'on ne considère souvent qu'au travers des pages de faits divers. Et c'est à ce titre d'ailleurs que j'ai été intéressé à aller dans ce projet. Et c'est vrai que ce projet, initialement, il n'y avait pas de volet artistique et culturel. Initialement, je pense que l'opération était tellement compliquée à monter financièrement, à faire accepter aussi par une partie de la population, qu'au final, on était vraiment sur l'idée du purement fonctionnel. Une fois que ces éléments-là ont été fixés, c'est-à-dire qu'au fond, on a commencé à creuser, qu'on a commencé à construire, on a commencé à s'intéresser, à se dire au fond, ces territoires, il faut peut-être les considérer autrement que sous l'aspect purement fonctionnel. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'histoire de l'art, et pas simplement de l'art. C'est-à-dire que tout d'abord, ça a permis d'observer qu'il existait quand même beaucoup d'acteurs culturels sur ces territoires qui menaient un travail assez formidable, que la plupart des artistes habitent aussi sur ces territoires-là, et qu'il y a eu aussi ces voix qui ont commencé à se faire entendre. Et au fond, je pense qu'il y a dû y avoir un moment peut-être de culpabilité, se dire mais comment se fait-il, on ne traite pas de ce sujet-là qui est le sujet de l'art au fond sur ces territoires et de ces acteurs. Et il faut reconnaître à la Société du Grand Paris et à ceux qui se sont succédés d'avoir eu le courage de dire il faut absolument se donner les moyens d'eux. Bon, quand on sait que c'est un projet qui va être on va dire, ça change tous les jours, hein, c'est un peu comme vos collections, Béatrice, peut-être, mais ça monte un petit peu plus vite encore. On était à 30 milliards, 33 milliards, 34 milliards, 35 milliards. Bon, ce qu'il a aussi à l'échelle de la transformation de ce territoire qui est l'équivalent de Paris. Au fond, quand on la ramène à l'histoire, on va être, c'est en même temps pas grand-chose quand on voit les millions de personnes que ça va concerner. Mais donc, on était dans ces échelles-là. Et à l'intérieur de ça, donc effectivement, un moment de se dire, au fond, est-ce qu'on peut consacrer de l'argent à l'art? Il n'y avait pas d'obligation dans ce programme de consacrer 1%. Ça aurait été trop beau, 1%, vous imaginez 35 ou 40 milliards, la belle affaire. Donc, du coup, c'était pas trop possible. Et l'idée a été de s'adjoindre et de créer un fonds de dotation pour essayer de mobiliser aussi le privé sur... Et effectivement, le privé s'est mobilisé. Mais ce qui est nouveau depuis, c'est que la Société du Grand Paris elle-même a réussi à mobiliser des fonds pour que, au fond, environ 50 millions vont être consacrés pas simplement à la création d'œuvres pérennes, mais aussi à l'ensemble du programme qui se déroule durant la période de chantier, puisque au fond, il va y avoir, il y a deux types d'interventions artistiques. Hein. Il y a ce qui se passe durant le temps des chantiers, qui sont plutôt des
une approche qui est plus éphémère, et là, on va dire pluridisciplinaire. Et puis, il y a ce qu'on est en train de préparer en ce moment et qui sera visible au moment des gares, c'est les œuvres pérennes. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que en tout cas, la partie dite tandem collection va être va sûrement être autour de 50 millions ou 55 millions. Et puis après, se rajoute tout ce qui s'est déroulé durant les chantiers qui consacre bien plus d'artistes. Je crois qu'il va y avoir à peu près 1500 artistes qui ont été concernés par cette opération. Ça, c'est important de le dire. Puis aussi de dire que dans tous ces processus d'expérimentation qu'on est en train de vivre, et vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est très important, et c'est ce qu'on est en train de documenter. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu du mal à faire ce travail de documentation. Je suis tellement toujours dans le concret, je le fais pas. Et il se trouve qu'il y a un comité artistique aussi qui s'est constitué autour de commissaires que j'ai invités, que la Société du Grand Paris m'a permis d'inviter, parce qu'il y a 68 gares, mais il y a aussi 6 ouvrages annexes qui pour certains sont plus importants que les gares, en tout cas en volume. Et donc j'ai invité par exemple Laurent Lebon, Alexia Fabre, Annabelle Ténez, à qui j'ai proposé une gare. Et on en a profité aussi pour revisiter un peu tout d'abord documenter tout ce travail de processus qu'on est en train de mettre en œuvre. On s'y est pris un petit peu tard, mais on l'a lancé maintenant, et effectivement on est en train de documenter un peu tout ça pour laisser trace. Et puis surtout, pour prendre juste un exemple, on a travaillé beaucoup sur cette question de la rémunération par exemple des artistes. Et le travail qui est fait aujourd'hui, j'y participe en partie, mais ça n'est pas que moi qui le porte. La Société du Grand Paris a accepté de travailler par exemple sur cette idée que quand on définit, on n'est pas parti de la définition d'une somme, on est parti de la définition tout d'abord d'un espace et d'une relation. Un espace, c'est la gare, qui doit, au fond, rendre compte au travers de l'œuvre de la relation qui existe entre l'architecte, le territoire et l'artiste. Puis, on est arrivé à constater qu'au fond, il y avait toujours une somme qui apparaissait plus ou moins en termes de production, et c'est devenu un gabarit, mais qui est un gabarit qui nous sert au fond de repère, mais qui n'est pas une chose définitive. Donc, il n'y a pas une somme qui est octroyée à chacun des artistes. Et là-dedans, de bien séparer la question de la production de l'œuvre de la question des honoraires de l'artiste. Mais ça, je dois dire que c'est un travail et une avancée, et Laurent qui travaille avec moi, j'étais encore avec lui tout à l'heure, pour lui, il le constate, c'est une avancée considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, quand on discute avec Sophie, comme je l'ai fait encore hier, on m'a donné la possibilité de discuter avec Sophie en définissant... Sophie Calle, pardon, en définissant très clairement ses modalités d'intervention, quels vont être ses honoraires, et à toutes les étapes. C'est-à-dire les honoraires une fois que l'œuvre va être produite, mais aussi dans toutes les étapes de préparation. Je considère que tout travail mérite salaire, c'est tout bête de le dire, et je vois pourquoi les artistes échapperaient à cette question. Donc toutes les phases préparatoires, c'est-à-dire y compris les premiers visuels, et la Société du Grand Paris l'a acté. Aujourd'hui, c'est le cas. À chaque fois, il y a un contrat, il y a une somme minimum qui est offerte. On a établi des gabarits. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est aussi tout le travail qui a été fait avant. Évidemment, Laurent connaît ça très très bien, et qui m'a permis, moi, d'argumenter auprès de la Société du Grand Paris pour dire aujourd'hui, il y a des modalités de travail, qui ramènent à des modalités de rétribution, on va dire, et qui sont extrêmement importantes qui ont été beaucoup initiées par les centres d'art, donc que je remercie en fait. Absolument. Non, parce que moi, ça me tient vraiment à cœur, parce que c'est vraiment... donc plutôt les petits budgets, les centres d'art, et donc qui sont aussi plus proches des artistes, qui ont commencé à mettre en place cette grille d'honoraires en fonction des expositions. Oui, je crois que c'est plusieurs acteurs. Les centres d'art, pour avoir été à la ferme du Buisson, mais le Centre national des arts plastiques, ils ont avancé cette chose-là depuis très longtemps. Je pense que c'était un point. On est à la DAGP, donc c'est évidemment un sujet majeur. Et vous avez raison je pense qu'il faut savoir que c'était dans la loi, entre autres, cette question du droit de présentation, en fait, qui attribue aux artistes la possibilité d'être rémunérés pour leur travail d'exposition de la même manière. Pas simplement avoir un budget de production sur lequel on devait se rémunérer. Voilà. Mais ça a été un changement qui est très récente, qui n'est pas encore totalement gravée dans le marbre. Elle sera gravée dans le marbre le jour où elle deviendra un élément de la loi, ce qui n'est toujours pas le cas.
Même si, donc, quand j'étais donc au ministère, quand on a, je pense, et d'ailleurs dans le dialogue avec, entre autres, la DHGP, je fais changer la chose en faisant que le ministère en fasse une recommandation. Et cette question, donc, je pense, elle est centrale. À mon arrivée au CNAP, on a par exemple rendu cette obligation-là par rapport à nos contrats de prêt. Par exemple, nos prêts sont attribués en précisant que dans le contrat, que la rémunération de l'artiste est prévue, doit être prévue. Et je pense qu'effectivement, on a accompli avec un certain nombre comme ça d'acteurs, des avancées qui sont, sur lesquelles je pense qu'on ne reviendra pas. Pour Monde Nouveau, je crois que c'est le cas. On vous a donné les projets retenus ont pu en fait bénéficier de financement pour le temps de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous parler de votre projet justement? Comment c'est? Parce que c'est une commande d'un nouveau genre. Comment vous vous êtes en fait, il y a plusieurs, dans Monde Nouveau, il y a plusieurs strates. Voilà, il y a plusieurs projets, il y a différents... donc c'est assez complexe d'en parler, je ne connais pas toutes les strates non plus, mais donc, par exemple, il y a aussi des commandes à des auteurs. Donc ça va être des choses assez différentes, ou à des designers, ou à des architectes. Donc en fait, la teneur et d'ailleurs les interlocuteurs ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc voilà, il y a un peu de complexité dans Monde Nouveau, et c'est en ça aussi que c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant comme principe. Ça ne s'adresse pas qu'à une catégorie d'artistes, et ça ne s'adresse pas... donc c'est de la commande publique, mais ce n'est pas forcément de la commande qui va forcément s'inscrire dans un lieu. Donc il y a cette possibilité-là, mais il y a aussi des projets... qui pourront rester, qui vont rester, par exemple, des projets de recherche ou des projets qui n'auront pas de physicalité. Parlez-nous du vôtre. Alors, donc le mien, il s'intitule Le Cantique des oiseaux. Il est en cours. C'est en fait, c'est un projet auquel j'avais déjà réfléchi avant l'appel à projet. Bon, voilà, j'étais en processus de réflexion. Moi, du coup, en fait, cet appel à projet, je l'ai pris comme une opportunité de réaliser, mais je l'ai aussi pris puisque moi, j'ai essayé de m'attacher à un lieu, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Là, c'est un lieu à Aix-en-Provence, je crois. Non, pas du tout. C'est un jardin, en fait. Ça s'appelle le domaine de Railleul. Oui. Et en fait, il m'intéresse d'autant plus qu'il est conceptuellement un projet extrêmement intéressant qui est en fait c'est le jardin de... il fait partie d'une sorte de commande publique, un peu entre guillemets. Parce qu'en fait, Gilles Clément a été sollicité pour venir aménager donc ce domaine de Railleul. Et en fait, c'est... Qui se trouve où? Donc à Railleul, et donc en fait, à côté entre Hyères et Toulon. Voilà. Donc dans le sud de la France. Et c'est un jardin qui est... Donc en fait, Gilles Clément, on peut imaginer. Et en fait, il fait cohabiter dans ce jardin, en fait, des végétaux qui s'adaptent tous au climat méditerranéen, mais qui viennent un peu partout dans le monde. Donc en fait, on passe entre plusieurs territoires en fait au sein de ce jardin, quoi. En fait, on passe de l'Australie au Japon, à la Chine, voilà. Donc avec des végétaux en fait qui s'adaptent au terrain méditerranéen. Et donc voilà, donc en fait déjà en fait le territoire m'intéressait pour ça, parce qu'en fait oui, le visiteur déjà lui-même et comme ça en fait assez poétiquement en fait passe d'un territoire à un autre territoire comme ça en quelques pas. Et donc voilà, j'aimais bien l'image de cet endroit. Et moi, mon projet en fait ça s'attache à un texte perse qui s'appelle donc le Cantique des oiseaux ou la Conférence des oiseaux.
ou le langage des oiseaux, puisqu'il y a différentes traductions en fait aussi de ce titre, qui est aussi un peu l'objet de mon travail, et qui vient d'un texte perse, qui est un texte soufi, de Farid Oudin El Attar, et qui en fait, dans l'essence du texte, c'est donc une huppe qui rassemble tous les oiseaux et qui leur parle du royaume des oiseaux et d'un voyage initiatique à faire pour se rendre dans ce royaume des oiseaux, où ils auraient évidemment toute la liberté, où ils rencontreraient enfin leur roi qui serait le ou la Simor. Donc ceci, c'est une chose intéressante, donc une sorte d'être intersexuel. Et voilà, et donc ils ont toute une réunion qui plutôt donc le moment auquel je m'attache, ils ont tous une réunion en fait. Donc on peut bien imaginer qu'en fait ces oiseaux figurent notre humanité, et ils ont une sorte de réunion, et la huppe essaie, donc ils ont tous un peu beaucoup de réticence à faire ce voyage qui sera un long voyage au travers de 7 collines, et ils ont tous un peu de réticence en fait finalement à faire ce voyage initiatique qui pourrait leur coûter la vie. Donc, je sais pas, le canard, en fait, lui a besoin de sa mare, il peut pas du tout, en fait, faire ce voyage puisqu'il a besoin d'eau, et qu'en plus, de toute façon, parce qu'il y a évidemment des références parfois religieuses, et qu'en fait, lui, il fait de toute façon bien ses ablutions, et qu'il n'a pas forcément besoin d'aller dans ce royaume, dans ce nouveau royaume des oiseaux. Bon, enfin voilà, ils trouvent tous un peu des excuses, et c'est à coup de dialectique, la huppe, en fait, arrive à les convaincre, ils font ce voyage initiatique, et finalement, ils se retrouvent face à... D'accord. Ils se retrouvent face à eux-mêmes. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, comment tout ça se figure? En fait, moi, à la lecture, en fait, j'ai eu envie Attar fait beaucoup de références à la Terre, et donc du coup, j'ai eu envie de créer des formes en terre, en fait. Ouais. Donc, en fait, ce qui était nouveau pour vous. Hein. Oui, totalement, parce que moi, je ne fais pas du tout de céramique. On me connaît beaucoup plus pour le film, et la photographie ou les installations. Ouais. Donc voilà. Donc là, en fait, c'est de la céramique. Et c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps. Il y a un volet sonore aussi. Et il y a évidemment un volet sonore, et puis du coup qui devient performatif, et finalement ça va devenir du film. Bon voilà, parce que en fait c'est aussi un projet, on reçoit un appel à projet, on nous parle d'un lieu, et puis on commence à échanger avec les gens qui s'occupent de ces lieux, et là en fait du coup on remodèle le projet. Donc en fait c'est aussi ça en fait qui est aussi intéressant. C'est pas on envoie un projet, on reçoit de l'argent et puis en fait c'est figé. C'est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Donc oui, il faut que le projet il s'adapte aussi au lieu, aux envies des gens qui gèrent en tout cas pour ce jardin. De quelle manière en fait ce projet, puisqu'en fait c'est pas une commande publique dans le sens où on est censé laisser nos œuvres sur place, c'est pas un 1% traditionnel du tout. Donc en fait voilà, qu'est-ce qu'il advient de ces projets, donc voilà, donc en fait c'est une sorte, c'est des projets qui sont en mouvement. D'accord. Voilà. Et donc du coup pour moi là ça sera des céramiques, mais aussi en fait une performance qui va être, parce qu'en fait ces oiseaux ce sont des flûtes qui réagissent aux éléments mais aussi au souffle humain. Donc voilà, donc il y a un volet performatif, et puis il y a un volet aussi donc du coup je vais filmer tout ça pour que ça puisse vivre aussi ailleurs et de manière plus simple, et que ça puisse voyager. Voilà. Je vois l'heure qui tourne, et je voudrais vous poser à tous ma dernière question. Au vu de ces commandes qui sont lancées, que ça soit Monde Nouveau, que ça soit Tandem, avec le Grand Paris Express, cette commande que vous avez lancée, vous, Béatrice Aucnap, avec des œuvres réactivables pour les communes de moins de 50 000 habitants, quelle image ça nous donne, en deux mots, c'est pas possible. Mais très brièvement, est-ce que vous pouvez... Quelle image ça nous donne de la scène française actuelle? José Manuel, non. Vous vous êtes défaussé sur Béatrice tout à l'heure, maintenant c'est à vous. Formidable. Mais franchement, en un seul mot, formidable. Et pour vous dire, initialement, ce qui était prévu sur cette commande, et on essaie toujours de le tenir, il y a un certain nombre de critères que
que d'une certaine manière je me suis imposé. Et dans ces critères, il y avait notamment l'idée de rendre compte en partie de la scène française et puis évidemment de la scène internationale et tout ça. Et ben en fait, c'est extrêmement difficile du coup de se tourner vers l'international tellement le choix en France est formidable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Béatrice. Je ne vois pas quoi ajouter. Oh non mais c'est un duo qu'ils ont répété avant de venir. Non mais je le pense sérieusement. Katia. Moi, je trouve qu'on a effectivement beaucoup de chance, en fait, et pour pas revenir sur tout ce qu'on a dit auparavant, en fait, que effectivement, ces œuvres dans les espaces publics, dans les écoles, c'est extrêmement important aussi pour créer un nouveau rapport à l'art qui soit pas simplement effectivement dans les musées, parce qu'il y a plein de gens qui n'osent toujours pas passer la porte des musées et que d'un coup effectivement c'est extrêmement important que les choses soient là, même si elles disent pas, même si on ne rentre pas en relation avec ces propositions directement. En fait, c'est peut-être des fois ça prend du temps. Voilà, du coup moi je trouve qu'en fait on a effectivement beaucoup de chance en France que tous ces dispositifs existent. Et tous ces dispositifs, pas qu'un seul dispositif, parce que c'est aussi ça qui donne de la richesse aussi à ce pays, en fait. Caroline, le mot de la fin. Au sujet de la scène française ? Oui. Non, j'ai rien à dire de plus. Moi, je suis une convaincue de la scène française depuis toujours, depuis que j'ai commencé à travailler dans ce champ. Mais non, ce que je peux dire, peut-être qu'on n'a pas assez évoqué, c'est... on est très bon, donc, comme j'ai dit, dans le patrimoine, le soutien à la création, l'enrichissement du patrimoine, mais par contre, à mon sens, on a une grosse marge de progression dans la démocratisation et dans la communication. On n'a pas du tout exploré des outils qui sont tout simples, des podcasts. J'ai des amis qui partent le dimanche avec leurs enfants, qui me disent « je vais faire le parcours guidé du street art ». Moi qui ai travaillé dans la commande publique, je dis « ah bon, ça existe ?» Pourquoi ça n'existe pas pour nos commandes, pour ce qu'on a fait, on a mis en place? J'ai regardé leur site, la seule visite guidée qui existe, c'est pour les sculptures du Luxembourg. Bon, on a plein de choses à faire dans ce domaine. Des podcasts, c'est très facile de faire un podcast sur, dans tel quartier, vous avez autant de commandes. Il y a plein de choses à faire. Pourquoi pas des miniaturisations de commandes, comme le fait Vitra avec le design? Je veux dire, il faut utiliser les outils populaires, on s'adresse aux gens, et on reste avec nos critères un peu... Et puis dernière chose aussi, s'intéresser à ce que produisent les artistes anonymes dans la ville. Moi, à chaque fois qu'il y a des commémorations pour les attentats, des choses comme ça, je fais des photos de ces monuments que les gens installe à Nice notamment, parce qu'à Nice, il y a beaucoup de choses sur la promenade des Anglais. Alors, je sais que la ville de Paris collecte les éléments du Bataclan, ils ont ramassé. Mais je veux dire, il faut peut-être aussi que nous, on mette à un certain niveau ces commandes anonymes dans l'espace public, parce qu'il y en a plein qui sont intéressantes quand même. Et je veux dire, on ne peut pas demander à ce que le public s'intéresse à ce qu'on produit, si nous, on ne s'intéresse pas aussi à ce qui est produit. Bien sûr, il faut trouver les modes opératoires. Je ne dis pas que c'est à mettre au même niveau. Je pense que les artistes, ils regardent beaucoup ce qui est produit dans l'espace public aussi. Mais aussi, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense qu'effectivement, parfois, les œuvres qui sont existantes, elles manquent beaucoup de communication. Il y a des fois, moi, je travaille dans une université, j'ai cherché, il y a 1% dans l'université. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, ne serait-ce qu'une plaque, un nom, en fait, pour savoir qui était l'artiste et personne n'est vraiment au courant. Après, je suppose que si je fais des recherches, je vais le trouver, mais c'est pas comme ça une évidence, on passe devant, mais en fait, on ne sait pas qui l'a fait, et je travaille dans une fac d'art plastique, donc c'est quand même regrettable. Eh bien, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine causerie. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais, juste avant de terminer, vous présenter quelques livres. Le livre de Katia Camelli, qui a été en partie financé par l'ADAGP, qui est celui-ci, et que je vous recommande vivement. On a aussi 2 ouvrages dont j'aimerais vous parler. Un ouvrage du Centre national des arts plastiques, 225 bourses et prix pour les artistes et les auteurs des arts plastiques. C'est un guide hautement recommandable.
Il vient de sortir, donc il est parfaitement actualisé. Hein. C'est un classique des éditions du CNAP, gratuite, accessible en ligne également. Et je vous laisse présenter, Béatrice. Alors celui-ci date par contre, mais on va annoncer qu'il va être remis à jour l'année prochaine. Très bientôt. Voilà. Okay. Il s'agit des 223 résidences d'art visuel en France. Merci encore, merci à tous et bonne fin de journée.